Le Cosméjean, une île calcaire en plein ciel, des espaces infinis qui sont régulièrement ponctués par ces étranges creux, ces dépressions creusées, créées par l'eau que l'on appelle ici des dolines. Parfois, ces dolines s'effondrent et ouvrent alors la porte vers un monde caché, féerique, comme l'Avesnes-Armand, l'une des plus grandes et des plus merveilleuses cavités à concrétion de France. Nous allons aujourd'hui vous faire découvrir un patrimoine géologique insoupçonné qui fut révélé tardivement à la fin du 19e siècle par un personnage hors du commun, Édouard Alfred Martel. Bramabio, Dargilan, Malaval, c'est un monde merveilleux, inaccessible que nos invités vont partager avec vous. Cap sur la Lozère, le rêve au fond des abîmes. Avec plus de 6000 grottes et cavités connues à ce jour, les Grands Causses de Lozère et des Cévennes offrent l'un des plus importants patrimoines souterrains naturels d'Europe. Une richesse qui s'explique par la géologie. Ces hauts plateaux, 1000 mètres d'altitude en moyenne, sont nés des dépôts marins accumulés au fond des mers chaudes qui, il y a 200 millions d'années, recouvraient ces espaces. Cette épaisse couche calcaire a par la suite été découpée par les rivières, le Tarn, la Jonte. L'eau et le temps ont sculpté ces paysages. L'action de l'eau, elle a été prépondérante. On n'aurait pas tous ces vides, on n'aurait pas les gorges du Tarn, formées essentiellement par l'eau qui dissout le calcaire grâce aux fissures, grâce à l'acidité de l'eau, à la corrosion, etc. Quand on regarde ces plateaux, ça semble aride et pourtant, il tombe une quantité phénoménale d'eau. Où elle part, cette eau ? En fait, l'eau s'infiltre et elle constitue des réserves ainsi que des rivières souterraines qui évoluent dans des grottes parfois majeures de plusieurs kilomètres. Pour comprendre à quel point ces plateaux sont un peu comme des éponges qui absorbent l'eau, Daniel, un enfant du pays devenu l'un des plus éminents spéléologues français, nous emmène sur le plateau de Camprieux. Il coule ici un petit cours d'eau qui prend sa source du côté du Montégoal. Son nom est délicieux, la rivière Bonheur. Mais après 6 km à l'air libre, le bonheur disparaît comme avalé par la montagne. Nous avançons dans un grand tunnel, on appelle le grand tunnel de Bramabio ou le Bildou, qui fait 80 mètres de longueur, sur 20 mètres de large en moyenne et 10 de haut. Et au-delà, c'est l'obscurité, c'est place au spéléo. Donc c'est le début du grand labyrinthe de Bramabio qui totalise plus de 10 km. Et c'est à partir de là, on est arrivé à la perte du bonheur. Voilà. Les gens, dans l'ancien temps, appelaient ça la grotte des 3000 mètres, parce que pour eux, c'était impressionnant, c'était peut-être la porte des enfers. Et en plus, ils y jetaient leurs bêtes mortes. Ici, c'était rempli de carcasses, tout ça, voilà. Bramabio est longtemps resté un lieu de crainte, de superstition. Jusqu'à ce qu'un homme ose enfin relever le défi de pénétrer dans cette cavité effrayante, Édouard Alfred Martel. Né en région parisienne en 1859, ce brillant élève passionné de géographie est a priori destiné à suivre les traces de son père, devenir juriste. Mais le fervent lecteur de Jules Verne a d'autres rêves. Aller là où personne n'est jamais allé, au fond des abîmes. Il n'a que 24 ans quand, accompagné de quelques paysans du coin, qui deviendront ses fidèles compagnons, il arrive au pied de cette cascade pour résoudre l'énigme. Quel chemin souterrain emprunte la rivière? Que devient le bonheur disparu? Nous sommes maintenant dans l'alcôve de Bramabio, c'est-à-dire c'est un immense précipice, une immense dépression, d'où sort la rivière qui a changé de nom,
qui de bonne heure maintenant s'appelle le Bramabio. Et c'est par là, par cette grande cascade, que Martel a débuté sa traversée historique le 27 juin 1888. Là, on découvre ce que Martel a vu la première fois. C'est impressionnant en termes de volume. C'est un vide immense, c'est la rivière qui a creusé ça, plusieurs centaines de milliers d'années, peut-être 1 à 2 millions d'années, tu vois. Et donc cette force de l'eau a frappé l'imaginaire de Martel qui s'est dit, bon, mais évidemment, je sais comment se sont formées les grottes. Ça a été le début pour lui. Comment il s'y prend? Par où il passe? Alors, ils sont passés, parce qu'ils étaient plusieurs, par la rivière, en poussant un canot. Alors, ils avaient pris des petites échelles, ils avaient pris des crochets, etc. Bon, des lampes, c'était des bougies. Et donc, après, ils ont avancé avec difficulté. Et donc, au bout de la 6e cascade, ils ont dit, les difficultés, bon, elles sont derrière nous. Ce qu'on va faire, c'est sortir, finalement. Et donc, aller sur le plateau, le lendemain, ils ont attaqué la descente. Et là, triomphalement, Martel, avec Armand et d'autres, ont réussi la prouesse de traverser une montagne de part en part, ce qui était unique. C'était la première fois que ça se faisait, non seulement en France, mais dans le monde. Et il s'est toujours servi de cet exemple pour expliquer toutes ces théories. Bramabio est le début d'une incroyable aventure. En 5 ans, Martel va visiter, répertorier plus de 230 cavités et grottes en France, notamment Padirac. Il invente des techniques, une méthodologie, une nouvelle science. Sa soif de découverte ne va jamais se tarir. Il parcourt l'Europe, l'Asie, les États-Unis. Après un demi-siècle d'exploration dans les entrailles du globe, il aura révélé plus de 1500 gouffres jusqu'ici inexplorés. Dans le milieu de la spéléologie, Martel est une légende, Bramabio un lieu de pèlerinage. Quand on est spéléo et que l'on a été amené dans sa jeunesse, et même souvent, à mettre les pas là où Martel a mis les siens, donc dans les grottes d'Argilan, Bramabio, Lavenarmand, les Baumes chaudes, quantité de grottes où personnellement j'ai été amené à œuvrer. Oui, on pense à Martel, c'est quelqu'un qui a laissé une œuvre immense, très riche, et puis surtout des vues mais avant-gardistes, des vues, on se demande comment il a pu les imaginer avec les connaissances de son époque. Et puis bon, on voit qu'il ne s'était pas trop trompé finalement, et puis une opiniâtreté dans le travail, tout ça l'a conduit à vraiment imaginer et créer de toutes pièces une science, la spéléologie, qui est née ici il y a presque 130 ans. Bramabio n'est que le premier paragraphe de l'acte de naissance de la spéléologie moderne. Car cette même année 1888, Martel décide d'explorer une autre cavité tout aussi mystérieuse, d'Argilan, située en surplomb des gorges de la Jonte. Quelques années auparavant, un jeune berger, poursuivant un renard, avait découvert l'entrée d'une grotte qui semblait si grande qu'il avait fait immédiatement demi-tour, croyant voir le vestibule de l'enfer. Avec l'aide de ses fidèles compagnons, les fameux paysans spéléos, Martel découvre un spectacle féerique. Depuis 30 ans, d'Argilan appartient à la famille Passé. Marie-Laure, dite Malo, et Alain poursuivent le travail de leur père, permettre au plus grand nombre de découvrir les richesses de ce chaos souterrain. Les dimensions de cette salle, Malo, c'est juste impressionnant. Oui, on est effectivement dans une des plus grandes vides du monde souterrain français. On a 142 mètres de long, 45 mètres de large, 25 à 30 mètres de hauteur. Et puis bon, une forme en coupole qui est vraiment unique, quoi, vraiment exceptionnelle cette voûte. Pour la mettre en valeur, ça signifie un travail de lumière qui doit être incroyable pour vous. Sauf que, tu vois, il faut aller les changer. C'est-à-dire là, c'est ton frère, c'est Alain, voilà, qui est en train de monter. Exactement. C'est Alain qui est en haut, donc il est allé réparer la lumière qui est complètement, tu vois, en bord de voûte. Et lorsqu'elle grille, ça annule tout cet effet magnifique, tu vois, de fistuleuse, là, qui font jusqu'à 2 mètres de hauteur. Donc il était obligé effectivement de prendre sa tenue spéléo, de monter à la corde, de changer l'ampoule. Voilà, tu vois, c'est un métier d'électricien un peu particulier.
Ça fait combien de temps que cette grotte est ouverte à la visite? Alors Dargilan, ça a été une des premières grandes grottes, disons, ouvertes au tourisme. On peut dire qu'elle a ouvert l'ère du tourisme souterrain. C'était en 1890. C'est juste 2 ans après l'exploration par Martel. Exactement, il y a eu une espèce d'engouement, tu vois, vraiment très très rapide. C'était quoi une visite à la fin du 19e siècle pour les touristes? C'était tout autre chose. On a beaucoup de cartes postales d'époque, donc tu vois les gens en tenue quasiment de ville. Hein. Les dames avaient le droit donc, de mettre un pantalon. Pas de robe, mais un pantalon, mais en fait finalement tellement large que ça ressemblait à une grosse robe. Le guide détenait une espèce de torche de magnésium, donc ça illuminait la grotte pendant 1 minute et demie. Il fallait absolument tout regarder, et ensuite c'était le noir et la progression à la bougie, donc tout à fait proche de la spéléo. Quelles sont les caractéristiques de cette grotte de Dargilan? Alors Dargilan, on la surnomme aussi la grotte rose, parce qu'il y a des couleurs assez extraordinaires. Donc la calcite, normalement, la matière première des concrétions, elle est plutôt blanche, sauf qu'elle peut se teinter de différents oxydes ou déchets de matière organique. Et on arrive sur des couleurs, alors ça peut être vraiment féerique. Il y a des ocres, des jaunes, des orangés, des grenats. Et tu peux même aller sur des gris bleus. Donc ça te donne vraiment des teintes assez féeriques. Alors ces couleurs, elles se rajoutent en plus aux formes complètement étonnantes qu'il peut y avoir. Je la trouve particulièrement didactique parce qu'il y a vraiment toutes les formes de concrétion. Donc on peut assister à la naissance d'une stalactite avec ce qu'on appelle une fistuleuse, un tout petit tube, tout fin, tout délicat, jusqu'à des énormes concrétions qui peuvent aller, disons, jusqu'à 20 mètres de haut. En regardant ces concrétions, on ne peut s'empêcher de se poser la question sur le temps qu'il a fallu. Ça, c'est vraiment une dominante très importante dans le monde souterrain, puisque les concrétions grandissent de quelques centimètres par siècle. Alors c'est un ressenti qu'on a souvent sous terre parce que lorsqu'on est devant des concrétions comme à Dargilan qui peuvent aller jusqu'à 20 mètres de haut, on se dit qu'en fait notre vie c'est à peine quelques centimètres, tu vois. Donc c'est vraiment, c'est un côté un peu psychiatre, on relative énormément de choses par rapport à ça. Après à Dargilan, c'est vrai qu'on a des estimations, nos concrétions comme le minaret dans la salle supérieure ou d'autres concrétions dans la grotte sont estimées à 500 000 ans. Alors c'est vrai que c'est impressionnant, mais c'est vraiment qu'une estimation, il se pourrait qu'elle soit plus ancienne du double. Tu te sens, toi et ta famille, dépositaires de ce patrimoine? Par rapport à la loi des hommes, Dargilan nous appartient, entre guillemets. Moi, je dis souvent que j'appartiens à Dargilan. Voilà, c'est vraiment... C'est pareil pour tes enfants? Oui, alors je pense que Dalva, donc ma petite fille qui a 10 ans, quand on dit Dargilan, c'est voilà, c'est le sésame, elle joue dans Dargilan, elle vit Dargilan, en fait. Ouais. C'est vrai que on a la chance de vivre un métier vraiment passion, qui déborde sur la famille, sur les amis, on est un petit peu Dargilan. Je ne peux m'empêcher de penser à Martel. C'est vrai que Martel a réalisé la quasi-totalité de l'exploration de Dargilan, ce qui, même les spéléos modernes, nous laisse bouche bée, quoi, parce que tout ça en 4 jours avec la bougie. Et puis ils étaient quand même assez courageux, puisqu'ils n'avaient même pas de casque, c'est-à-dire qu'ils coinçaient la bougie dans le ruban du chapeau, et ils partaient comme ça, quasiment en tenue de ville. Il y avait vraiment une soif de découverte qui était incroyable, quoi. Vraiment, c'était des aventuriers. À Dargilan, cette soif d'aventure va pousser Martel à défoncer à la masse quelques roches qui interdisent l'accès à une dernière salle. Voici comment il raconte sa découverte. C'est un coup de théâtre. Le stalagmite du clocher s'offrait à l'œil humain pour la première fois, ciselé à jour comme la flèche terminale de la cathédrale de Strasbourg. L'éclat de la lumière fait briller comme un pur diamant la svelte et fière pyramide dont aucun doigt profane n'avait jusqu'ici déchiré la plus délicate dentelle. Depuis cette révélation, le clocher de Dargilan fascine toujours autant. Les simples visiteurs, mais aussi des professionnels comme Rémi Flamand, jeune photographe spécialisé dans les clichés souterrains. Rémi, photographier une concrétion aussi monumentale, c'est un défi pour un photographe. Oui, surtout si on part du principe qu'on est dans l'obscurité totale. On part d'une feuille noire et on
on va éclairer peu à peu la scène jusqu'à avoir la photo voulue. Et forcément, si on veut montrer le paysage et faire comprendre aux gens, regardez la taille de cette colonne, regardez le décor que vous avez autour, comment il est magnifique, il va falloir intégrer l'être humain. Un spéléologue, une spéléologue, pour faire voir la dimension de la scène. Mais la lumière aussi, le travail que tu fais sur ça est assez impressionnant. C'est ça, il faut vraiment comprendre qu'on est dans le noir total. Et ce côté très intuitif où la lumière, elle y est pas. Et puis d'un seul coup, on déclenche et la photo, elle jaillit, quoi. Mais il y a des photos irréelles, on ne sait pas où on est, on est dans les entrailles, là, on y est dans les abîmes. C'est très science-fiction, des moments où l'homme est petit dans un espèce de tube, où on ne sait pas vraiment si on est dans un vaisseau spatial ou si c'est... Enfin voilà, c'est difficile à imaginer quand on n'est pas spéléo et qu'on n'a pas vécu ça. Ouais. Dans quelles circonstances a attrapé le virus de la photo souterraine? Étant photographe de paysage et me promenant sur la Lozère, je suis tombé sur quelqu'un qui m'a dit un jour « Tiens, tu fais de la photo en extérieur, est-ce que ça te dirait d'aller faire de la photo sous terre ?» C'est vrai que l'idée était inconcevable. Qu'est-ce qu'il y a sous terre? Je ne m'imaginais pas. Et puis, on m'a amené dans une cavité qui s'appelle Malaval. Malaval, le Graal des spéléologues. Pour découvrir ce joyau de niveau mondial, il faut partir à l'autre bout du Causse, vers le plateau des Bondons. Cette cavité n'est pas ouverte au public. Pour l'explorer, il faut partir en expédition dans le ventre de la Terre. Avec Daniel, Rémi et les bénévoles de l'association Malaval, nous partons à la découverte de la plus longue grotte de Lozère. L'égyptienne, c'est ça? Ouais, là-bas, il y a de la lumière. Toboggan. Ouais, alors, là, on est dans la rivière. Donc maintenant, la rivière souterraine de Malaval. Son extension, d'un côté à l'autre, c'est 6 km. Le réseau, c'est 12 km. Et donc, il y a de part et d'autre de la galerie, à certains endroits, des affluents, assez longs pour certains. Et au-dessus de certains de ces affluents, on a des galeries qu'on appelle fossiles. Donc, où il n'y a pas d'activité de circulation d'eau comme ici. Et ces galeries fossiles, c'est là où il y a les merveilles que tu vas bientôt voir. Les membres de l'association Malaval œuvrent sans relâche pour préserver cette cavité. La présence d'argile impose en effet la plus stricte discipline pour ne pas salir des secteurs précieux, d'un blanc immaculé. Alors Eric, on va enfin arriver au Superblash. Ça fait combien en longueur là? Ça fait 300 mètres de galerie, hyper concrétionnée. Mais là, c'est des centaines et des centaines de milliers de concrétions. Oui. Oh, oui, parce que c'est une des cavités françaises d'Europe où l'aragonite, donc sous toutes ses formes, est majeure, quoi. Peu de gens ont la chance dans leur vie de pouvoir admirer des aragonites. Un type de concrétion extrêmement rare dans le monde. Une structure cristalline qui se forme dans des conditions très particulières. Des rhizomes diaphanes inventant des figures improbables. Des fleurs fragiles poussant dans l'obscurité que seul le regard humain fait éclore. Ce sont des formes que j'ai jamais vues. Parce qu'ici, donc dans la grotte de Malaval, ce qu'il y a d'exceptionnel, c'est qu'il y a à profusion des aragonites excentriques. Par exemple, ici, des excentriques donc tubiformes, en forme de tube, qui sont inclinés, et puis des excentriques qui ressemblent à des coraux. Voilà. Donc ça, c'est les deux types principaux d'excentriques que nous avons dans la grotte. C'est uniquement le courant d'air qui oblige le concrétionnement d'excentriques que nous avons dans la grotte.
J'essaye de me mettre dans votre tête la première fois où vous découvrez cet endroit. Nous, spéléos, nous avons l'habitude de voir des merveilles, mais à ce niveau-là, quand même, c'est quand même pas fréquent. Et on est toujours extasié. Et puis surtout, comme la nature a pu faire ça en des milliers d'années, puisqu'il ne faut pas croire que c'est très récent. C'est quoi une échelle de temps? C'est compliqué. Ça peut avoir jusqu'à 10 000 ans, ce genre de choses. Ah ouais. Donc c'est quand même assez vieux, et pourtant, ça a l'air tout frais. Mais ça, si on casse une concrétion, à l'échelle de la vie d'un homme, on ne la reverra jamais repoussée. Ça, c'est clair. Au fond de la salle, au fond de la galerie. Voilà. Donc, on va y arriver, là. Très grande, c'est la partie la plus grande du secteur, mais on ne va pas y aller parce qu'on n'a pas le temps. On entend de l'eau, là. Hein. Mais là, tu vois, on se croirait dans un jardin botanique, viens voir, on dirait des fleurs. Je me rapproche un peu, hein. Je vais voir là. On évoquait le fond des mers tout à l'heure. Là, quand On a vraiment l'impression. on regarde, on a le visage vers le haut et avec la lumière, presque ça bouge. Mais c'est pour ça qu'on appelle ça des coralloïdes. Hein. Ça ressemble vraiment à des coraux. C'est très représentatif. L'association Malaval continue l'exploration de la cavité qui n'a pas fini de faire rêver. Il y a quelques années, un nouveau trésor a été découvert, la galerie Chabot. Il faut remonter à la corde sur plusieurs dizaines de mètres, franchir d'étroits cadenas rocheux pour atteindre un endroit si fragile, si délicat, qu'il a été mis en réserve. Quand on arrive dans ce lieu, on n'a même pas à se poser de questions, on se déshabille parce qu'on comprend très bien qu'il ne faut pas aller altérer ces lieux uniques. Donc on y va en sous-combinaison et c'est un lieu donc, qui n'a jamais été filmé quant à présent. La première fois, donc, c'est aujourd'hui. Et donc c'est quelque chose d'exceptionnel en ce sens que les excentriques ne sont pas comme celles classiques, elles sont disposées à l'horizontale, donc suivant bien sûr des courants d'air, et jusqu'à une amplitude assez exceptionnelle de l'ordre de 40 cm pour les plus grandes excentriques horizontales. Ça, c'est unique au monde. Vu la finesse de ces concrétions, c'est un travail totalement différent pour toi en photographie par rapport aux grandes cavités qu'on a vues tout à l'heure. Alors, par rapport au très grand volume où il faut vraiment de la puissance et beaucoup de points lumineux, ici on va avoir plutôt tendance à travailler finement. C'est extraordinaire, hein. Là on a tout un panel, on a autant les blancs, les marrons, tu vois, il y a toutes les couleurs, il y a des très beaux contrastes. Et puis il y a les formes, quoi. On a autant des choses qui sont hyper fines jusqu'à des concrétions qui ont le diamètre d'un doigt, quoi. C'est fou, hein. On a ce mélange, tout s'imbrique, tout se tourne autour, c'est ça qui est extraordinaire. Je peux faire ma mise au point. Au moment où je vais déclencher... On sent bien quand même par ton éclairage et tes cadrages que tu as un rôle de révélateur. On voit des choses qu'on ne voit pas à l'œil nu, quoi, la première fois. C'est ça. C'est un fouillis total. Et la grosse difficulté, elle va être justement de venir faire ressortir une scène. Donc il faut souvent prendre son temps. Ça sert à rien de déballer le matériel tout de suite. Quand je fais une scène, je contemple. Parce que déjà, il y a le plaisir personnel d'admirer quelque chose que peu ont la chance de voir. On est quand même dans un milieu qui est unique. Hein. Tout ce qu'il y a autour de nous est grandiose. Et il y en a une qui va venir frapper ton esprit où tu te dis, mais non, c'est ça là que je vais faire. C'est du Puech des Bondons qui domine tous les territoires révélés par Martel que nous allons vous saluer. Deux mamelons de marne noire dressés vers le ciel au milieu d'un paysage lunaire. Une curiosité géologique, encore une qui pour l'anecdote se trouve juste au-dessus de la grotte de Malaval.
Nous quittons ce pays avec bien sûr plein d'images dans la tête, mais aussi de la gratitude. Car il y a chez ces femmes et ces hommes qui ont partagé avec nous leurs trésors et leur passion, autant de fierté que de générosité. Il faut donc les croire lorsqu'ils disent que les Causses de Lozère sont dessus comme dessous le plus beau pays du monde.